Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les gens qui se trouvent en personne et en ligne à l'édition 2025 des conférences de Peter Jaffe pour mettre fin à la violence conjugale. Bonjour, je m'appelle Katrina Scott. Je suis la directrice universitaire du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je suis ravie d'inviter Donna Kotsopoulos, notre doyenne, à partager quelques mots. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Donna Kotsopoulos et je suis très fière d'être doyenne de la faculté d'éducation à l'Université Western. Avant de commencer cet après-midi, nous voulons reconnaître que l'Université Western est située sur le territoire ancestral et traditionnel de la nation Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape-Wack et Haudenosaunee. Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape-Wack et Junongton, qui ont des relations de longue date avec la terre et la région du sud-ouest de l'Ontario de la ville de London. Les communautés de la Première Nation locale de cette région comprennent les Chippewas de la Première Nation de la Thames, la Première Nation Oneida de la Thames et la Nation Munsee-Delaware. Cette terre est également liée au traité de la municipalité de London et de son bras de 1796 et au pacte du bol à une cuillère wampum. Je suis vraiment heureuse de travailler au CREVAC, c'est-à-dire le Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. C'est une source de fierté pour la faculté d'éducation. Le travail qui est accompli a un impact positif sur la prévention de la violence et de la maltraitance des femmes et des enfants dans notre ville et partout au pays, et vraiment partout dans le monde. Je me sens vraiment privilégiée de travailler aux côtés de toutes ces gens. Merci d'organiser cet événement important et de reconnaître les contributions de Peter. Nous sommes fiers de cette conférence et avons hâte d'y participer chaque année. Je suis heureuse de voir quelques personnes que je connais cette année. Je veux aussi remercier le Dr. Cynthia Miller-Edress qui s'est rendue à London pour venir nous voir. Je pense que nous avons établi un lien immédiat. À un moment où l'extrémisme et la polarisation sont à la hausse, nous sommes heureux et heureuses d'avoir l'occasion de travailler ensemble afin de combattre la misogynie et de mettre fin à la violence, à la haine et à la violence liée au genre. De plus en plus, nous nous trouvons dans une époque où il faut non seulement imaginer ce qu'il faut faire, mais le faire. Je suis heureuse de vous accueillir pour que vous partagiez vos remarques avec notre auditoire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci tout le monde et j'espère que vous profiterez de la séance d'aujourd'hui. C'est vraiment fantastique d'avoir une doyenne qui nous appuie tellement. Merci, Donna. Avant de céder la parole, je vous demanderai, je vais solliciter votre indulgence pendant 10 minutes. Je vais vous donner un peu d'histoire et de contexte pour cette conférence. Alors, je veux commencer par vous parler un peu des conférences. Les conférences Peter Jaffe ont été créées en 2022 afin de reconnaître et d'honorer les contributions que Peter Jaffe a apportées à la fin de la violence fondée sur le genre. Entre autres, Peter a été membre fondateur et plus tard directeur du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Il a eu une influence énorme sur des générations d'étudiants et étudiantes, de chercheuses et chercheurs, de fournisseurs de services sociaux, de professionnels de la santé mentale, d'enseignants, enseignantes, avocates et juges sur ces questions. Peter a pris sa retraite du rôle de directeur en 2021. Nous organisons cette conférence chaque année pour lui rendre hommage et pour poursuivre son héritage d'apprentissage partagé. Vous entendrez Peter parler plus tard lors de la causerie. Le travail du CREVAC est presque entièrement financé par des projets non permanents et des subventions, y compris cette conférence. Si vous voulez soutenir la conférence Jaffe, veuillez envisager de faire un don. Pour ma part, il s'agit de penser que c'est peut-être le fait d'aller voir un film ou un spectacle. Nous voulons créer une conférence annuelle dotée pour honorer Peter et son héritage. Bon, maintenant, mettons les choses en contexte.
Lors de la conférence Jaffe, nous abordons certains des sujets les plus difficiles en matière de violence fondée sur le genre. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose. À l'écran, on voit Carol, Anastasia et Nathalie, toutes des femmes tuées en une seule journée par un ancien partenaire intime, Basile. L'enquête du coroner sur leur décès, souvent appelée l'enquête de Renfrew, s'est conclue en 2022. Bien sûr, ces trois femmes ne représentent qu'une petite fraction de celles tuées par féminicide et par féminicide de masse et par violence de masse en Ontario, Canada et dans le monde. Il y a eu d'autres enquêtes importantes. Par exemple, la perte massive en Nouvelle-Écosse vient à l'esprit, ainsi que le massacre de Montréal. Nous allons commémorer le 6 décembre lors de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Ce n'est pas la première enquête, la première série de recommandations de changement. Mais parfois, il faut passer beaucoup de temps à travailler travailler sous le sol, à cultiver le sol du changement avant que quelque chose ne prenne et commence à croître. Et avec l'enquête de Renfrew, de nombreuses années de travail, de la part de nombreuses personnes, des survivants, des fournisseurs de services, des chercheurs-chercheuses, des personnes qui plaident pour les intérêts, ont commencé quelque chose. L'espoir a commencé à refleurir. L'enquête de Renfrew a formulé 86 recommandations pour le changement. La première était de déclarer la violence entre partenaires intimes une épidémie, reconnaître qu'une réponse soutenue, multicomposante et sociétale est nécessaire pour éradiquer ce problème. Et depuis, 106 municipalités de l'Ontario ont déclaré la VPI et que la VPI est une pandémie. Cela représente plus de 70 de la population de l'Ontario qui vit maintenant dans une communauté qui s'est engagée à apporter des changements et à accorder la priorité à ce problème. Ces changements se produisent souvent avec un financement limité ou inexistant. D'autres recommandations sont prises en compte, par exemple celle une éducation améliorée du public, une formation améliorée, la création de comités communautaires pour les cas à haut risque. Il y a aussi eu des développements positifs au niveau fédéral en matière de politique et de législation. Après des années de plaidoyer, le Canada a enfin un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Il y a des changements récents dans la législation concernant le retrait des armes à feu lorsqu'il y a un risque élevé de violence entre partenaires intimes. Il est tout aussi important de mettre l'accent continu sur les actions nécessaires pour répondre aux préjudices et tracer une voie vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Et le CRIVAC fait sa part. Cette année, dans notre rapport annuel, nous avons inclut une chronologie de principales activités et réalisations des 10 dernières années. Et je le mentionne parce que ça a été beaucoup de travail d'élaborer ce rapport et ça a été amusant. Il y a quelques versions que vous trouverez à l'extérieur de la salle et après cette conférence, vous êtes les bienvenus d'examiner notre rapport annuel. Mais vous savez, ces choses font une différence. Ce sont des façons dont les progrès et l'espoir prennent racine et commencent à percer pour changer. Il y a 2 semaines, l'Assemblée législative de l'Ontario a suivi l'élan des municipalités et a reconnu la violence entre partenaires intimes comme étant endémique. Et l'ironie, devinez ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, présentement, à Ottawa, en ce moment, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes vient d'entendre des témoignages en soutien à un rapport et à un éventuel plan d'action pour aborder l'idéologie antiféministe et ses impacts sur le développement et la santé mentale des jeunes Canadiens et Canadiennes. Et saviez-vous, après de nombreuses années de détérioration progressive ou de nombreuses années où les choses restent pareilles, cette année, il y a eu 19 femmes de moins tuées en Ontario que l'année précédente. Alors l'espoir continue de prendre racine et de se propager, même dans les environnements les plus difficiles. C'est pourquoi cette année, nous avons voulu nous pencher sur les relations entre la violence fondée sur le genre et l'extrémisme
sur ce qui se passe en ligne et sur ce que nos communautés en ligne, sur ce à quoi elles ressemblent et ce qu'il faut faire pour apporter un changement, sur les types de conversations que l'on peut avoir dans notre vie quotidienne pour faire face et répondre à la haine genrée et à la violence. Le sol dans nos communautés en ligne a besoin, il faut prendre soin du sol dans nos communautés en ligne. Et sur ce, je vais céder la parole à Margarita Pintin-Perez, qui est responsable des partenariats communautaires et responsable du projet pour le Learning Network et le projet Voisins, Amis et Familles. Elle présente la conférencière. Thank you, Katrina. Merci, Katrina. Alors que nous entamons la conférence aujourd'hui et les discussions qu'elle suscitera, nous voulons nous assurer que tout le monde, ici dans la salle et en ligne, ait un moyen clair de participer. Ainsi, avant d'accueillir notre conférencière principale, je vais prendre un instant pour expliquer comment nous allons recueillir vos questions pendant la période de questions-réponses. Nous allons faciliter la période de questions-réponses avec le Dr. Peter Jaffe et la Dr. Miller Idriss après la conférence. Si vous vous joignez à nous en ligne, nous allons utiliser une plateforme d'interaction avec le public qui s'appelle Slido. Vous pouvez soumettre vos questions et voter pour les questions des autres participants et participantes. Bien que les questions ayant reçu le plus de votes puissent être abordées en premier, sachez que toutes les questions sont précieuses et que nous ferons de notre mieux pour en couvrir autant que possible. Si vous vous joignez à nous en ligne, vous pouvez utiliser le code Slido. On voit ici à l'écran. Alors, il est assez facile de se joindre à la conversation. On se rend à slido.com, on entre le dièse Jaffe 2025 ou on peut scanner le code QR avec la caméra du téléphone intelligent. Alors, c'est une option pour les gens qui se joignent à nous en ligne ainsi que les gens qui se trouvent dans la salle. Vous pouvez utiliser la plateforme Slido, c'est-à-dire balayer le code QR à l'écran ou vous pouvez aussi utiliser l'un des micros qui se trouve dans l'allée principale de la salle. Maintenant, je suis très heureuse de vous présenter la Dr. Cynthia Miller Idriss, notre conférencière principale pour la 5e édition annuelle des conférences de Peter Jaffe. Dr. Cynthia Miller Idriss est une auteure primée et chercheuse en extrémisme et radicalisation. Elle est la directrice fondatrice du PERIL, c'est-à-dire le laboratoire de recherche et d'innovation sur la polarisation et l'extrémisme à l'Université américaine de Washington, où elle est également professeure à l'École des affaires publiques et à l'École d'éducation. La Dr. Miller Idriss témoigne régulièrement devant le Congrès américain et informe les agences de politique, de sécurité, d'éducation et de renseignement aux États-Unis, aux Nations unies et dans d'autres pays sur les tendances de l'extrémisme violent, domestique et les stratégies de prévention et de désengagement. Elle est l'auteur, co-auteur ou co-éditrice de 7 livres, dont Man Up, la nouvelle misogynie et l'essor de l'extrémisme violent, que vous pourrez voir ici à l'extérieur de la salle, qui a été publié cette année en septembre 2025, ainsi que Hate in the Homeland, la nouvelle extrême droite mondiale. Elle travaille actuellement sur un nouveau livre coécrit sur la prévention fondée sur des données probantes de la violence motivée par la haine. La conférence d'aujourd'hui porte sur le sujet de la violence fondée sur le genre et l'extrémisme violent. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir la Dr. Cynthia Miller Idriss. Merci tellement d'être ici. Il y a tellement de gens à remercier. Merci au CREVAC pour l'invitation. Merci à l'Université Western. Merci à Peter d'avoir une conférence qui est nommée en votre nom. C'est tout un honneur. Et j'ai déjà eu des conversations enrichissantes intellectuelles hier et ce matin avec tellement de personnes autour du cercle de CREVAC et de l'équipe et je suis vraiment honorée d'être ici. Alors, je vais reprendre les arguments que je présente dans le livre, mais j'ai aussi d'autres choses à vous dire. Et je vais commencer par dire que j'ai trouvé que le fait d'être agacé, c'est une bonne motivation pour écrire un livre. C'est la deuxième fois que j'écris un livre parce que je suis agacée. Alors, j'ai voulu expliquer cet agacement dans ma carrière et pourquoi j'ai trouvé qu'il était temps d'écrire ce livre sur la misogynie.
C'est un peu tard dans ma carrière, je le sais. J'ouvre le livre en présentant mes excuses au domaine de l'extrémisme violent et aux praticiens du domaine de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors, je suis responsable de mes angles morts lorsqu'il s'agit de ce domaine. Alors, si vous ne me connaissez pas, j'ai passé les 15 premières années de ma carrière à travailler en Allemagne à des réponses en école à l'extrémisme violent, antisémitisme, antinatisme. J'étais professeur et je ne pensais pas vraiment être pertinent dans le monde des politiques ou de la pratique aux États-Unis ou dans le monde anglophone à l'extérieur d'autres professeurs comparatifs dans le domaine. J'ai fini par devenir experte sur l'iconographie et les symboles parce que l'Allemagne utilise beaucoup de codage et de recodage des symboles, des images et les inserts dans les vêtements. Il y a aussi l'utilisation des logos et les écoles devaient traiter avec ce sujet. Il y avait les fourgonnettes d'école, les tenues vestimentaires prescrites. Il fallait que vraiment on puisse jouer le jeu avec les élèves. Alors, j'ai commencé à étudier le sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle In-Stream on Mainstream au sujet des tenues vestimentaires qui étaient vendues à l'époque de l'extrême droite. Et ensuite, il y a eu Charlottesville, 2 mois après la rédaction de ce livre. Alors, j'étais devenue experte en iconographie mondiale et en ce genre de culture lorsqu'il y a eu ce rallye de l'extrême droite à Charlottesville, où il y avait des douzaines de jeunes hommes qui portaient des kakis et des t-shirts polo, sans masque, qui portaient des flambeaux tiki et qui disaient que les Juifs ne vont pas nous remplacer, qu'ils chantaient à mesure qu'ils parcouraient les campus. Ceci a lancé une sensibilisation du public aux États-Unis et ailleurs sur la façon dont ces enjeux progressaient et évoluaient et le fait que les néonazis d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux d'hier. Alors, j'ai fini par écrire Hate in Homeland parce que j'étais agacée par les questions qu'on me posait, que les décideurs politiques me posaient en Amérique. Alors, il y avait l'extrémisme religieux, islamiste. Il fallait réfléchir à la façon dont la violence évoluait, comment elle fonctionnait, à l'idéologie qui l'entourait. On me demandait qui commande ces groupes. Et moi, je disais, parlons d'abord des serveurs de Discord et de la façon dont les conversations ont lieu. Alors, j'ai dû expliquer aux gens comment les espaces et les endroits où les jeunes rencontraient des idées évoluaient et ce à quoi ça ressemblait. Et pendant ce qui a suivi, c'est-à-dire un engagement beaucoup plus important auprès du public. J'ai eu l'occasion de faire des témoignages, de participer à des débriefages. Je suis devenue rédactrice d'articles. J'ai travaillé dans les médias et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions qui représentait la dimension genrée, la misogynie. On le trouvait dans le langage des personnes qui attaquaient, les personnes qui faisaient la préparation et la planification. Mais en gros, ça ne se rendait pas dans les médias, ça ne se rendait pas dans les questions qu'on posait en ondes. Alors, j'ai fini par décider que j'étais agacée. J'ai découvert cette citation de Simone de Beauvoir qui ouvre son livre Le deuxième sexe comme suit. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme et moi, j'ai trouvé que je me sentais de la même façon. Je me sentais obligée de l'écrire, même si le sujet était irritant et qu'il n'était pas neuf. Alors, j'ai fini par me rendre compte, même s'il était un peu tard, qu'il y avait une séparation fausse et qu'il y en a une qui est encore fausse. Alors, lorsque je pense à la sécurité nationale et la prévention de la violence, c'est-à-dire de mon côté, et aux côtés de violence interpersonnelle, c'est-à-dire la violence familiale entre partenaires intimes, aux États-Unis et dans d'autres pays, ces enjeux sont gérés de façon complètement séparée. Dans le milieu universitaire, dans les écoles d'éducation sociale ou lorsqu'il s'agit des programmes de politique sur la sécurité nationale, etc., il y a différents organismes, des organismes d'application de la loi, des organismes de la législation. Souvent, on n'a pas des conversations les uns avec les autres. Je disais justement ce matin, il y a tellement de chevauchements dans l'espace où on peut apprendre les uns des autres. Mais
Ces choses, jusqu'à récemment, n'ont pas été reconnues et même aujourd'hui, elles le sont très rarement du côté de la sécurité nationale. Je pense que du côté de la violence entre partenaires intimes et violence familiale, les gens reconnaissent depuis longtemps l'historique des agresseurs, l'historique de la violence au niveau interpersonnel comme étant un signal d'alarme et un signe avant-coureur. Mais dans mon domaine, les gens n'écoutent pas. Et même lorsqu'il s'agit de misogynie, c'est un élément constant dans les deux domaines de la violence. Alors, je décris une sorte d'invisibilité. Et ma tâche dans le livre et dans ce que je fais depuis, c'est de parler et de faire en sorte que l'invisible devienne visible. Et j'essaie de lancer la conversation pour que les angles morts qui sont là puissent être réglés. Lorsque je parle d'angle mort, c'est une métaphore. Et pour les conducteurs. Et comme vous le savez, maintenant, on a des beaux miroirs qui nous disent si on a un angle mort et s'il y a quelque chose qui s'y trouve. Mais avant cela, avant ces miroirs intelligents qui nous alertaient, eh bien, il fallait jeter un coup d'œil au-dessus de notre épaule pour regarder cet angle mort. C'est la façon dont on pouvait voir ce qui s'y trouvait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien là. Ce n'est pas une lacune ou un écart ou quelque chose qui manque. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à moins de se tourner la tête pour le regarder directement. Et c'est là mon objectif. Enfin, le dernier incitatif pour rédiger ce livre, c'est que sous l'administration Biden, il y a eu un nouveau système de classification pour l'extrémisme violent intérieur qui essayait de s'éloigner des catégories extrême droite, extrême gauche. Alors, il y a une colonne ici à gauche qui identifie tous les types d'extrémisme de la violence conjugale avec un credo idéologique. Alors, il y a la violence qui est motivée par le racisme. Dans cette catégorie, il y a aussi l'extrémisme concernant les droits des animaux, les droits environnementaux, les enjeux liés à l'avortement, pour et contre. Et il y a une catégorie du milieu qui représente l'extrémisme antigouvernemental, c'est-à-dire les citoyens souverains, les milices illégales, les fascistes, etc. Tout s'y trouve, tout ce qui se trouverait généralement à la gauche ou à la droite. Et ensuite, il y avait cette catégorie qui s'appelait toutes les autres menaces de terrorisme intérieur. Et si vous pouvez voir le texte, je sais qu'il est pas mal petit à l'écran, mais cela inclut tout l'extrémisme de la violence qui est en lien avec le genre, la sexualité ou la religion. Cela comprend aussi les griefs personnels. Alors, cette catégorie reflète la vaste majorité de l'extrémisme violent aux États-Unis. L'extrémisme lié aux droits des animaux, moi je dis souvent, devrait avoir leur propre catégorie, même s'il y a eu 6 attaques en 14 ans. Pardon, ils ont déjà leur propre catégorie. Il y a eu plus de 50 décès de la main des incels violents. Mais tout ça se retrouve dans cette catégorie autre mesure. Alors, pour moi, il s'agit d'une métaphore qui représente ce qui se passe. Et tout cela, malgré le fait qu'aux États-Unis, et je soupçonne que c'est pas mal la même chose au Canada, même si je n'ai pas vu les données, que depuis 1949, 60% des agresseurs de masse ont des antécédents de violence conjugale, violence entre partenaires intimes. 60%. Alors, c'est plus de la moitié et on dit aussi que plus de la moitié des cas de violence conjugale n'est pas signalé. Cela ne comprend pas la traque ou le harcèlement criminel, l'agression sexuelle, les menaces en ligne, la misogynie, la violence contre les personnes LGBTQIA+. Alors, lorsque j'ai examiné les antécédents des agresseurs d'attaques de masse violentes, eh bien, je n'ai pas trouvé d'agresseurs qui n'avaient pas d'antécédents de violence misogyne ou de violence entre partenaires intimes ou d'autres formes de violence. Après avoir rédigé le livre, j'ai en fait trouvé 3 cas, 2 tentatives d'assassinat sur le président Trump et l'assassinat récent de Charlie Kirk, même s'il y aurait peut-être une composante genrée à cet assassinat, à ce meurtre. Mais vraiment, c'est presque zéro. Et ces antécédents se présentent dans un univers américain et mondial où il y a beaucoup plus de participation à l'extrémisme
beaucoup plus de participation de la part des femmes. C'est une crise continue concernant le bien-être des hommes et des femmes qui crée des vulnérabilités et qui les rend vulnérables à des propagandes. Ensuite, il y a aussi des motivations genrées et contre les personnes LGBTQ. Alors où on voit la violence genrée, la misogynie et la violence sont mélangées avec les attaques et les motivations d'extrême violence et sont très rarement reconnues. Alors cet été, par exemple, il y a eu le meurtre d'une femme du Congrès et de son époux qui a été appelée dans les médias comme une attaque contre les politiciens progressistes. Ces gens ont été attaqués en raison de leur point de vue sur l'avortement et comme des alliés des communautés LGBTQ. Il y avait aussi les groupes de la parentalité planifiée qui faisaient partie de ces cibles. Alors souvent, il y a des motivations axées sur le genre ou le sexe, même si elles ne sont pas clairement identifiées. Et même si la cible de la violence est une minorité raciale ou ethnique, mais souvent, il y a des thèmes misogynes ou genrés également. Alors, moi, mon argument, c'est que la misogynie et le genre sont fondamentaux à l'extrémisme violent et à ses résultats lorsqu'on parle de la violence de masse et qu'il faut voir les liens qui relient la violence interpersonnelle, la violence familiale, la violence entre partenaires intimes et la violence extrême ou l'extrémisme violent. Ils sont très, très reliés et il faut en tenir compte. Je ne passerai pas beaucoup de temps à vous parler des cas aux États-Unis. Je vais parler plutôt des cas mondiaux. Alors, voici quelques cas que vous connaissez peut-être, qui ne sont souvent pas identifiés comme ayant une composante ou des antécédents genrés, mais dans tous les cas, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de genre. Par exemple, l'école secondaire Parkland en Floride, où 14 jeunes ont été tués, eh bien, l'agresseur, alors qu'il parcourait l'école, a donné l'éloge du tueur qui avait tué des personnes dans une sororité en Californie et qui est devenu une icône chez les incels violents par la suite. Et comme il n'avait pas ciblé que les femmes et les filles dans l'école et qu'il n'a pas laissé de manifesto ou quoi que ce soit indiquant qu'il s'agissait d'une attaque motivée par les incels, eh bien, ce lien n'a pas été signalé ou signalé dans les médias. Alors, on ne voit pas toujours ce lien. Alors, à Maryland, il y a eu une attaque à la police, aux rédactions de quotidien. Cet homme avait des antécédents de harcèlement de femmes. Ensuite, à Uvalde, au Texas, 22 enfants, je crois, ont été tués dans une école élémentaire, une attaque horrible. C'était quelqu'un qui régulièrement faisait des menaces de viol et de violence contre des adolescentes en ligne. Et lorsqu'un journaliste a posé la question à ses filles, leur demandant pourquoi elles ne l'avaient pas signalé, l'une a répondu, le signaler. Voilà comment ça se passe en ligne. Alors, la normalisation de ces choses, c'est le coup de fer à faire pour les femmes, surtout, et cela fait partie de l'histoire. Alors, tous ces cas, dans tous ces cas, je veux en souligner un. Alors, je vais dire quelque chose d'horrible ici. Lorsque je parle du schéma de la violence et de certaines choses que les attaquants ont dit. À Charleston, en Caroline du Sud, une attaque sur une église afro-américaine a vu 9 personnes être tuées alors qu'elles priaient par un agresseur qui a trouvé des statistiques fausses après une recherche Google qui l'a dirigé vers un site de suprémacistes blancs. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent dans cette histoire sur la façon dont fonctionnent les algorithmes et les fonctions de recherche. Google a fini par corriger ce problème. Mais alors qu'il était en train d'attaquer ces gens, il a dit, je le fais parce que vous êtes en train de violer nos femmes. Alors, ces motivations, encore une fois, n'ont pas été identifiées comme ayant une composante genrée. Mais c'était le cas. Les statistiques liées au crime ne l'ont pas reflété. Le fait qu'il était motivé à tuer 9 personnes qui priaient à l'église avait une base
genrée. Alors, on le voit encore et encore dans la théorie de remplacement, la théorie de la capacité de reproduction des femmes blanches, de contrecarrer les taux de naissance, les attaques contre les femmes. Ici, il y a eu l'attaque à la fourgonnette à Toronto et à d'autres endroits. C'est une constante. Il y a le portrait global ici au Canada, mais en Norvège, au Royaume-Uni, récemment en Allemagne. Il y a eu deux attaques terroristes dont les deux avaient des composantes genrées qui n'avaient jamais vraiment été rapportées de façon répandue, surtout à Andover où l'attaquant avait déjà eu des fantaisies violentes contre une escorte qu'il avait signalée à la police, mais qui a refusé d'enquêter et finalement il a perpétré une attaque de masse qui a tué plusieurs personnes. Donc, dans un dossier après l'autre dans le monde, on voit ces motifs réémerger. Alors, je vais définir pour les incels, si vous ne le savez pas. C'est un mot qui fait allusion au célibat involontaire. Avant, c'était un groupe d'auto-aide en ligne qui n'avait pas d'intention violente ou misogyne. La fondatrice était une femme. Elle a créé une communauté avec d'autres personnes qui étaient incapables de développer des relations intimes sexuelles ou de trouver des partenaires. Mais rapidement, cela a été contrôlé par des misogynes violentes qui en avaient fait une idéologie en soi, qui est très en colère contre les femmes et contre les hommes qu'on considère, c'est-à-dire selon eux, les 20%, c'est la pseudoscience, qui selon eux prennent 80% des femmes dû à leur succès comme mâle alpha. Donc, incel, certains d'entre vous, vous connaîtrez sans doute la réussite du programme d'été adolescente sur Netflix, où il y avait des mensonges que je pourrais corriger également, tels que la théorie 80-20, qui n'est pas vraie, mais qu'on cite comme étant scientifique, mais qui est fausse. Donc, les incels, il y en a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent les forums d'incels, surtout en anglais, mais il y a des membres de ces forums qui se trouvent partout dans le monde. Je vous le signale parce que ce n'est pas seulement un problème pour les personnes parlant anglais, mais la plupart des attaques incels identifiées sont aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres pays anglophones. Ça ne signifie pas pour autant que ça ne se produit pas ailleurs, mais ils n'ont pas été identifiés comme étant tels. Alors, j'aimerais signaler que nous faisons un assez bon travail en signalant ce lien entre la violence fondée sur le genre et l'extrémisme violent. Lorsqu'il s'agit du terrorisme islamique, là, la Cour internationale, la Cour pénale internationale et l'ONU ont des douzaines de rapports qui font donc état de façon détaillée de ce lien. Et il y a des campagnes très connues qui sont dirigées par des personnes comme Michelle Obama et d'autres champions qui soulèvent également les difficultés que connaissent les écolières au Nigeria et également le fait qu'Al-Shabaab utilise le mariage forcé comme une tactique de contrôle territorial. C'est un autre exemple. Également, la Hamas a commis des actes violents fondés sur le genre le 7 octobre. Nous en parlons beaucoup et c'est reconnu. Néanmoins, lorsqu'il y a des rapports qui nous viennent des journalistes, ils m'ont donné des notes de terrain, des affidavits aux États-Unis, mais également des journalistes qui en font état en Europe, à savoir que les groupes de suprématie blanche ont également été érigés, donc des réseaux de prostitution et de trafic humain. Cela n'est pas considéré comme faisant partie de ces groupes tactiques de motivation, mais plutôt sont considérés comme un fait secondaire. Ce n'est pas qu'on ne voit pas le lien entre l'exploitation ou la violence basée sur le genre, la violence entre partenaires intimes, etc., et l'extrémisme violent. Nous savons certainement que cela se produit, mais nous sommes incapables de le voir lorsqu'il s'agit donc de la violence conjugale ou la violence entre partenaires intimes. Ça, c'est vraiment un angle mort dans notre domaine. Alors, ce dont j'aimerais vous parler, ce sont 5 stratégies qui, à mon sens, constituent une gamme de tactiques par lesquelles donc, on mobilise le violisme extrémiste basé sur le genre. Il y a ce lien entre le côté
de violence familiale et ce qui est également la violence entre les partenaires intimes, ce qu'on considère comme étant plus privé. Ce sont les deux côtés de la médaille dont nous parlons souvent. Tout d'abord, comment est-ce que je définis la misogynie? J'aurais peut-être dû le dire au départ, parce que ce mot misogynie en anglais, souvent, est utilisé de façon commune comme voulant dire une haine contre les femmes. Et je ne le dis pas comme ça, la haine des femmes, oui, ça en fait partie, mais pour moi, j'utilise la misogynie selon le philosophe Kate Manne, à savoir que c'est la partie mise en application de la loi de la patriarchie. La patriarchie est un système de distribution du pouvoir maintenu par le sexisme qui est constitué par des attitudes. La misogynie, ce sont des ensembles de comportements. C'est important pour le voir comme étant mise en application de la loi, la police, des normes, des attentes qui semblent s'écarter des normes de la patriarchie. Ça veut dire que les femmes le font, les hommes le font, c'est-à-dire les garçons peuvent y être assujettis, tout comme les filles et les hommes et femmes également. Mais les femmes, donc, subissent la grande partie de la violence et les méfaits qui en découlent. Mais cela nous permet de mieux comprendre la question. Regardant cette compréhension, je soutiendrai qu'on y voit également une gamme beaucoup plus élargie des tactiques et des stratégies qui permettent de mobiliser la violence de masse. C'est comme ça que cela se fait, selon moi, par le confinement, le châtiment, l'exploitation, la visibilisation et également le soutien, surtout des femmes blanches dans le côté suprématie blanche. Alors, je regarde le temps qui me reste, mais j'aimerais vous parler un petit peu des stratégies. Le confinement. Et c'est une phrase qu'on a souvent lancée contre Hillary Clinton lorsqu'elle était donc au gouvernement et lorsqu'elle se présentait à la présidence. Je commence ce chapitre avec une analyse de mes propres courriels de haine que je reçois. Parce que j'ai commencé à avoir des motifs et ça me donnait un petit peu de dissonance cognitive due à ces courriels que je recevais. Mais à un moment donné, j'ai compris que ce monsieur en bas à droite m'a laissé 2 messages vocaux. Et je dois vous dire que souvent, on m'identifie mal comme étant soit juive ou trans, donc il y a des références aux personnes juives et également anti-trans. Mais il m'a laissé un message lorsque j'ai comparu au CNN, lorsque je parlais de l'attaque sur le mari de Nancy Pelosi qui s'est produit à leur résidence. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous, les transsexuels, sont toujours à l'avant-plan dans les nouvelles? Et il est parti sur une lancée, il a parlé de tout ce qui était au premier plan. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il est bouleversé de me voir là à l'avant-plan? Et 10 minutes plus tard, il a raccroché. 10 minutes plus tard, il m'a rappelé, il a laissé un deuxième message sur ma boîte vocale corrigeant cette haine transgenre avec une misogynie régulière. Après avoir fait la recherche, il dit, ah, je me suis peut-être trompé. Et il a dû laisser un deuxième message, il ne supportait pas avoir tort. Le deuxième message était plus sexualisé, ce qui est également intéressant. Mais je réalise que ça, ce motif, il était également bouleversé qu'encore une fois, j'étais au premier plan parce que j'étais là aux nouvelles. Pourquoi est-ce que j'explique ces choses? Et j'ai réalisé qu'il y a cette tendance kinétique à l'émotion. Dans presque chaque courriel que je reçois ou boîte message vocal, ce sont des citations. J'aimerais que tu sautes un immeuble, retourne en Russie, retourne à ton trou de merde et reste dans les ombres. Et donc, va te frapper les mains ailleurs. Et un des préférés, c'est un type qui m'a dit, écoutez, je te demande de sortir. Il ne m'a pas dit où, en majuscule d'ailleurs, sans me dire où je devrais aller, c'était plutôt poli. Alors je te dis de sortir sans identifier toutefois où je devrais aller, ou à quel moment et comment. Là, je réalisais qu'il y a beaucoup d'émotions dans ces messages haineux qui s'alignent sur des choses telles que, bon, mettez-la en prison, renvoyez-la. Évidemment, c'est ce qu'on lance contre les femmes au congrès de couleur, c'est-à-dire retourne donc à la cuisine ou retourne dans le placard pour les personnes de LGBTQ. Donc c'est un message commun. J'ai commencé à voir ça comme une marque de ce que j'appelle le confinement. C'est une stratégie qui vise à faire en sorte que les femmes et les personnes LGBTQ restent à leur place. Et j'aimerais vous expliquer comment cette expression la misogynie peut ouvrir des voies donc à des trajectoires plus violentes de misogynie. Mais encore, ici dans ce chapitre, je parle un petit peu des hommes et des garçons et pourquoi ils seraient vulnérables à certains des messages que j'ai mentionnés. Et je m'excuse un petit peu de ces lettres qu'on ne voit pas très clairement à l'écran.
Alors, j'ai consacré beaucoup de temps à ça. J'ai fait des entrevues auprès des hommes et des garçons toute ma vie. Et il est important de reconnaître que ce ne sont pas seulement les agresseurs, les dominants de violence, mais également ils sont victimes de violences aux mains des autres hommes et garçons. Ils ont vécu dans une culture, évidemment, qui récompensait la dominance et l'agression comme étant les marques de la masculinité, de ce qui est connu dans le monde du bien-être des hommes, c'est-à-dire la culture man box, la culture des hommes forts, et ils me décrivent souvent des choses telles que le fait qu'ils ont passé leur adolescence en survivant à vraiment une voie où ils se sont créés un petit espace pour se protéger de l'intimidation homophobe de la part des autres garçons. Et lorsqu'ils ont eu 20 ans, et ils ont dit, soudainement, ma stratégie de survie, ça s'appelle la masculinité toxique. Donc, ils connaissent la frustration de s'être créé une stratégie de survie qui finalement ne cadrait plus dans ce moment où ils pouvaient parler de façon plus ouverte. Et ensuite, de rencontrer des influenceurs qui disent des choses que oui, les hommes souffrent et je suis le seul qui en souffre, comme Andrew Tate le fait dans chaque vidéo. Alors, on comprend un petit peu d'où vient cette poussée. Des données montrent également qu'il y a des hauts niveaux extrêmes de solitude chez les hommes et les femmes, et surtout chez les hommes. Donc, également beaucoup de niveaux de dépression. Les hommes aux États-Unis, donc, sont responsables de 3/4 des morts de désespoir, morts par suicide ou alcool et drogue. Et pour la première fois, j'entends dire que le taux de suicide chez les hommes de la génération Z ont un taux de suicide beaucoup plus élevé que les autres générations. Cela n'aide pas côté vulnérabilité. Mais il n'y a aucune raison pourquoi une soi-disant crise de masculinité chez les hommes et les garçons devient une crise de misogynie, sauf pour ce qui est du monde en ligne. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'exposition que vivent les jeunes hommes. Ils sont donc exposés à des discours, un langage extrêmement anti-femmes, et il y a beaucoup également de recherches pour faire des femmes donc la cible. Maintenant, nous avons une génération de jeunes hommes qui sont moins probables, ce sont les données américaines, mais je crois que c'est les mêmes ici, mais ça, j'aimerais en savoir également plus, c'est-à-dire des hommes, moins d'hommes qui disent qu'ils soutiennent les droits des femmes. Donc, on passe dans l'autre sens par rapport à ce qu'on s'attendait à voir avec le temps. Alors, je cherche là où j'étais. On a un petit problème avec les diapos. J'espère que je vais retrouver là où j'étais. Il y avait un autre diapo. Non seulement est-ce qu'ils sont moins probables que les hommes plus âgés, à se dire féministes, à soutenir les droits de femmes, mais également un écart genré plus important entre les femmes, génération Z et hommes. Donc, les femmes de cette génération Z sont plus probables par rapport à toute autre génération de dire qu'elles sont féministes ou soutiennent les droits des femmes. Et les hommes ont moins tendance que les hommes plus âgés de le dire. Donc, c'est un écart important, un fossé important relativement donc, au contenu qu'ils reçoivent. J'avais fait une entrevue avec un jeune homme, une jeune femme plutôt de 18 ans pour un podcast cet été qui a été diffusé avec le livre Man Up que je vous recommanderais fortement, où je pouvais parler de beaucoup de questions dont je traite dans le livre, y compris les adolescents. À un moment donné, il m'a dit, écoutez, il y a une chose étrange. Mes parents avaient toutes ces amies de l'autre genre. Moi, je n'ai pas un seul homme mâle straight, et c'est le cas pour aucune de mes copines non plus. Et je me disais à ce moment-là, comment est important les amitiés que j'avais avec des hommes au secondaire et au collège, à l'université, et que c'est une grande perte. On a commencé à poser la question, alors nous posons la question de façon empirique dans tous les groupes d'études, combien d'autres amitiés avons-nous avec l'autre sexe ou de genre? Jusqu'ici, c'est encore anecdotique, mais nous trouvons que c'est vrai pour toute une génération. Elle m'a dit que le seul moment où les garçons et les filles passent ensemble, c'est lorsqu'ils sortent ensemble comme un couple, mais sinon, au secondaire, c'est complètement séparé. Et je crois que ça contribue à un manque de compréhension également. Il manque quelques diapos.
vraiment malheureusement. No, okay, I'm just going to tell you about Alors, the je rest of vais that vous chapter. parler Somehow un we petit peu du lost a reste du couple of slides chapitre. here Je ne sais pas in ce qui the est arrivé, mais on a transition. perdu So quelques diapos there, dans la in the chapter, I transition. talk about three Dans le pathways chapitre, je that parle de connect 3 voies young men in possibles particular from these qui everyday forms of donc, misogyny relie that I surtout call les jeunes containment hommes avec to ce que j'appelle le pathways that confinement, can lead c'est-à-dire toward mass misogynie, vers des violence, but voies I would qui peuvent also argue conduire à une toward violence de intimate masse, partner mais or également qui interpersonal conduisent violence. donc à la One violence is interpersonnelle entre online partenaires intimes. gaming. Tout So d'abord, il y a les jeux en ligne. it's controversial because a C'est third of the controversé world's parce population are qu'un tiers de la gamers, and it's population really du monde important to sont say that des it's personnes not qui the jouent en ligne. Il games est important que themselves ce and n'est pas any une question des evidence jeux that eux-mêmes shows, ou des there's données no probantes qui evidence in montrent ceci. Il n'y years a of research aucune that donnée the probante dans violence les in recherches games actually que la contributes to violence dans les violence in jeux the offline contribue world. réellement à la But there violence is hors ligne. increasing evidence that the Néanmoins, il y a de plus online en plus de données chats, probantes the qui indiquent in-game que les chats chats where en people ligne, spend time, the les live chats chat après le feature, jeu où les which gens connects you ont to des other discussions strangers around the world who are en voix gaming, directe qui vous that connectent à that des has an étrangers ailleurs dans impact. le And monde, one, ont un there are impact. Et tout deeply d'abord, misogynistic chats, il y deeply a des chats racist chats, extrêmement misogynes, très and racistes they're également, often racist and et misogynistic souvent, in the ils sont context racistes et of an misogynes affective dans and le fun contexte space d'un where espace affectif, amusant, sometimes où boys land, parfois for example, les on garçons vont se Discord retrouver servers, which sur is des a serveurs de gaming Discord. C'est community-related online platform, une plateforme en ligne de because they might be jeux searching for de tips on how to Discord parce qu'ils improve vont their game. And chercher so they're des also astuces pour getting améliorer le jeu advice, parfois, but donc ils in reçoivent an des environment conseils, where there's a lot mais of dans un toxic environnement où il y a beaucoup things going. So I call de those toxicité. incubators J'appelle of ça des misogyny. incubateurs de la A misogynie. second that I talk about in that chapter Également, are justement, ce memes dont and je parle short dans le form chapitre, ce video, sont les which is mimes a et way les of petites vidéos, contextualizing a lot c'est-à-dire une of the façon de misogyny as just a joke, contextualiser beaucoup de and misogynie dismissing comme it une blague et you know, l'écarter as an over, comme anyone's étant, criticism of it as bon, an le critique. overreaction on the Donc, ils part of disent que some la triggered critique, c'est vraiment mainstream juste snowflakes. une And the third réaction is exacerbée. self-help search. Et And this is troisièmement, the ce part that sont I worry about the les most voies and that we d'entraide. see that Et c'est ce qui where we're m'inquiète le seeing the biggest plus. Et effect, c'est là où on voit which les is effets les plus importants. young men C'est-à-dire typically les jeunes search for hommes, one of three normalement, things. cherchent une It's de trois dating choses. advice, Des ideas on how to conseils get pour sortir rich, avec des or partenaires ou comment fitness, right? s'enrichir So how to get ou fit. donc And they également pour land se on mettre en an forme. influencer or Et influencers by ils searching for trouvent un that, influenceur ou une who influenceuse often provide them with qui souvent very leur tangible donne and useful advice, des 12 steps, as we conseils know from très some of utiles, des these, on 12 how to étapes, get your life etc., together, sur la which façon dont starts on with devrait making your bed and s'organiser. Ça drinking 8 glasses commence of à comment water faire and son getting to lit et the comment gym, boire beaucoup right? d'eau et Things that aller au gym actually do régulièrement. tangibly Des make you choses feel qui better, réellement but that vous permettent de vous also sentir mieux, really mais également then come very quickly with qui advice on rapidement viennent avec scapegoating des women conseils to sur les blame for boucs your émissaires, sur problems, les but femmes, also les personnes tangible que vous devez guidance on how blâmer to pour vos exploit problèmes, women également des conseils qui vous expliquent for comment profit, for sale, exploiter how les to control femmes pour en them, how to isolate profiter, them from comment les others contrôler, in comment order les to isoler de la get part des kind of autres pour a leg up on donc vraiment avoir regain control du and get your life contrôle sur together and elle et get to ensuite be the regagner le alpha contrôle et male contrôler that votre it is vie et said that devenir le women mâle want alpha in a que, world in selon which eux, dating is recherchent seen les as femmes dans un transactional. monde And où, that's the way this is justement, de described. sortir avec And so d'autres you membres, have c'est influencers like Andrew considéré comme Tate. être une Andrew Tate, a transaction. lot of Il people y a know who he Andrew is. Tate, beaucoup de personnes le And there's, connaissent. can be an Et overemphasis ça on him because peut, there are on thousands peut of en parler guys un peu like trop that out parce qu'il y a there. des milliers But de Andrew mecs comme lui Tate qui is sont là. Mais Andrew self-described Tate misogynist s'autodécrit comme un influencer misogyne, who's c'est un on trial influenceur for rape and qui sex justement fait trafficking for face à having un procès exploited women judiciaire pour and le runs trafic dating academy de tactics, personnes et teaching il those a des exploitation tactics académies for où subscription il fees that explique aux have jeunes hommes made comment him sortir very avec les rich. femmes et il demande des He frais de has a souscription. Grâce à 20% ça, il est très approval riche. rating among Il a un teenage taux boys in the d'approbation US de and in 20% the chez les UK, adolescents aux one third of États-Unis et au boys in Royaume-Uni. Un Australia tiers des look garçons en favorably upon him. Australie So he has donc le tremendous voient appeal. favorablement. And what Il est boys will donc often say is très they attrayant know pour he's eux. Souvent, les problematic, garçons disent oui, il est but he also problématique, ils has a le savent, point, mais en même right? That's temps, the kind of il fait answer valoir you un bon get. argument. And C'est la so we're réponse qu'on va vous seeing, donner. and I know we've been talking about Je husband sais caring here que in nous en Canada as well. parlons, ça existe Teachers ici and au parents, Canada, we've ce had sont des mothers come to enseignants, us les saying parents, all des of a sudden mères their s'adressent à nous sons et say they disent que don't have to listen soudainement, to les them fils because they're disent a qu'ils ne woman, sont plus right? obligés Teachers de who say the les kids say écouter they parce don't have to do the qu'elles sont homework anymore femmes. and they're Donc, going to do parce que the les
enseignants vont dire, vous n'avez pas besoin de faire les devoirs, etc. Alors, dans des ordres, pour faire un sandwich, etc. Il y a des expressions de misogynie qui s'expriment de façon ordinaire et dans la vie quotidienne. Brièvement, je vais aborder les autres chapitres. Ici, dans le chapitre sur l'exploitation, ce qui était là plus difficile à écrire, c'est le chapitre où je parle de la relation entre donc de la violence conjugale et entre partenaires intimes, et également l'abus, l'exploitation sexuelle, etc. Il y a également
des conseils qui sont sortis récemment avec un titre qui indique donc pourquoi est-ce que tous les néo-nazis sont arrêtés pour avoir distribué des matériels de pédophilie. Donc souvent il y a une arrestation et ensuite ces matériels sont découverts sur des appareils dans le cadre de l'enquête et c'est la façon la plus rapide pour les mettre en prison. Donc ils sont accusés et ils sont condamnés. Il y a également certains groupes aux États-Unis qui sont arrêtés pour trafic de drogue, également trafic d'armes, etc. Il y a eu plusieurs cas des groupes Brotherhood qui ont été arrêtés et condamnés. Mais l'administration, la Drug Enforcement Administration aux États-Unis a dit que lorsqu'il y a trafic de drogue, il y a trafic de personnes. Il y a un chevauchement de 97% dans les données. J'ai récemment regardé un affidavit pour une arrestation qui s'est faite auprès d'un groupe de néo-nazis qui a été arrêté et condamné et accusé de ces chefs d'accusation. Et selon les affidavits, ces hommes disaient que les hommes gardaient des femmes dans une maison et vendaient des données sur des agressions sur le web noir pour en profiter. Encore une fois, je suis désolée de partager cette information bouleversante pour vous, mais c'est comme ça qu'ils ont financé leurs activités néo-nazis. Mais aucune accusation n'était portée sur ce qu'ils faisaient aux femmes. Il y avait des arrestations, ont été pour des questions financières, etc., et trafic de personnes ou de drogue. Alors, j'en ai parlé à un procureur aux États-Unis. Pourquoi? Qu'a fait la police? Pourquoi est-ce que la police n'est pas motivée à porter attention à ça? Évidemment, ils peuvent les incarcérer pendant beaucoup plus longtemps sur ces 3 chefs d'accusation. Ça n'ajoute à rien. Ils sont obligés de se fier sur des témoins vulnérables. Ils ne voudraient pas peut-être qu'ils témoignent. Donc, ils pourraient le faire, mais ça veut dire que nous ne disposons pas des données. On n'a pas les données, il n'y a pas la justice rendue, on ne connaît pas la profondeur des problèmes. L'année dernière, lorsque 63 néo-nazis ont été arrêtés dans un groupe néo-nazi qui a été défait en Californie, et je me rappelle très clairement de ça, la citation, parce que j'étais à l'Europe et je regardais ce rapport et l'Associated Press avait une petite ligne. Ils ont dit qu'ils ont été arrêtés pour trafic de drogue et détournement de fonds et également trafic d'armes. Il y avait une petite ligne qui disait l'équipe de négociation des otages était également sur place pour aider. Mais quitter les otages. Nous savons que lorsqu'il y a trafic de drogue, il y a trafic de sexe. Également, cette équipe était là pour aider. Et c'est vraiment tout ce qu'on reçoit. Ça rend furieux. Donc, ce chapitre, tout ce que je peux dire que dans mon côté, nous devons faire attention à ce que nous visons déjà, c'est-à-dire parce que l'extrémisme islamiste et leur exploitation des femmes qui fait partie des objectifs financiers, opérationnels et philosophiques de leur mouvement. Et nous en faisons fi à chaque fois. Sans doute, c'est vraiment la pire colère que je ressens relativement à ce livre, c'est justement cette question-là. Il y a beaucoup d'autres choses que je mentionne dans ce chapitre. Je parle également des liens entre l'utilisation spontanée et systématique de la violence fondée sur le genre chez ces groupes extrémistes et on doit voir ça comme faisant partie de la motivation. Je regarde également l'IA et la réalité virtuelle et donc également la violence sexiste spontanée et systématique qui devient un problème de plus en plus important. Lorsque Meta avait dévoilé ses premiers jeux testés bêta de jeux virtuels, il y avait une femme qui était immédiatement agressée virtuellement. Ils ont dû mettre en œuvre un nouveau mouvement dans le jeu, un peu comme ça, un autre mouvement, un autre geste qui permet de repousser quelqu'un qui fait des attouchements sur vous virtuellement. Ça vaut la peine de dire que bien que ceci se produise dans les jeux, donc si vous n'avez jamais joué le jeu, nous savons qu'il y a des preuves montrant qu'il y a des impacts physiologiques d'être attaqué virtuel dans un espace de réalité virtuelle. Votre taux cardiaque augmente. Il y a une réponse vraie. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'une agression dans la vraie vie, mais clairement, il y aura des méfaits qui en découleront au niveau de la violence qui est dans ces jeux. Et je crois que nous devons devancer la donne.
écoutez maintenant pour ce qui est de l'invisibilisation. Je regarde surtout l'invisibilisation et contrôle des corps, des connaissances également, donc le fait qu'on est on bannit des droits des personnes transgenres, etc., et les bannissements des droits des bibliothèques qu'on a vu. On a vu les brûlures, le fait qu'on brûle des livres aux États-Unis, les bibliothèques, des commissions scolaires qui se sont vues menacées par violence, mais pas seulement ça, mais lier ça au groupe Proud Boys et néo-nazis qui également manifestent et protestent devant les petites entreprises où il y a la fierté et autres. Donc, réfléchir au lien entre ces points. Dans le chapitre final, et d'ailleurs, nous n'avons pas la diapo, mais côté punition, il y a un chapitre qui étudie le seul côté de mon domaine qui y porte attention, c'est-à-dire si un chapitre devait disparaître dans les débats, c'est bien celui-là. Dans ce chapitre, je parle des incels violents, de l'histoire du mouvement des droits des hommes qui a commencé dans les années 70 pour ce qui est des dossiers de soins de garde et également droits parentaux ou des allocations familiales qui est de plus en plus violent, qui met l'accent sur ce qu'on appelle des cas de viol faux, etc., et ceux qui défendent la violence sexuelle. Ce chapitre vous amène vers les espaces les plus horribles et profonds en ligne où les tactiques sont enseignées et dans un espace de suprématie mâle, on appelle ça la manosphère. Heureusement, c'est la partie de l'espace d'extrémisme violent qui est assez bien compris et documenté. Mais dans le livre, je mis ça en plein centre du livre. Je dis, écoute, il faut prêter attention à toutes ces autres dimensions. Mais je conclurai et je vous donnerai quand même quelques mots d'espoir sur l'intervention, je vous le promets. Mais je parlerai du dernier chapitre où je parle du rôle des femmes, surtout des femmes blanches, relativement au mouvement de suprématie blanc. Et j'ai commencé ce chapitre. Vous vous rappelez peut-être qu'en 1992, environ, il y avait un siège, une occupation de Ruby Ridge, c'est-à-dire Randy Weaver, c'était le chef d'un groupe de suprématie blanche. Le gouvernement avait essayé de l'arrêter. Il y a eu une confrontation, ça a duré quelques jours. Et au cours de cette période, son garçon de 14 ans a été tué et sa femme, Vicky Weaver, avait été donc atteinte d'une balle perdue par accident. Elle a été tuée et il y avait également son bébé. Et finalement, les proches de Weaver ont reçu un règlement, des millions de dollars après. Mais Vicky Weaver, à ces fins-là, est devenue une martyre pour le mouvement de suprématie blanche complète. On voit son visage, on dit ça pourrait être votre famille. Ensuite, l'idée que cette femme et mère avait été atteinte par une balle à travers une porte et Babette, 30 ans plus tard, avait été également atteinte par balle par les forces de l'ordre. Mais elle, en ce moment-là, est en train d'essayer de traverser la porte le 6 janvier au Congrès. Elle était vétérane, elle n'était pas une mère. C'était une femme mobilisée complètement différente qui soutenait le mouvement extrémiste. Et également, on en a fait immédiatement une martyre. Elle a vu son visage sur des drapeaux, les affiches, etc. Je m'en sers pour parler de la différence entre le premier rôle idéalisé de la femme à la maison, la femme qui enseigne ses enfants à la maison, qui donc vendait des petites baies au marché de fermiers comme Vicky Weaver, et vers le passage à une participante beaucoup plus violente. Et ça retrace un petit peu ce qu'on a vu au niveau des rôles que jouent les femmes dans le cadre de ces mouvements. Je regarde également les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle le défi du bébé blanc. C'est un défi lancé par une influenceuse de suprématie blanche en ligne qui exhortait les femmes d'avoir autant de bébés blancs comme elle, c'est-à-dire 6, pour contrer le changement démographique. Ce qu'on a ici, c'est une suite d'influenceuses ou influenceurs en ligne qui offrent des conseils un petit peu à la cuisine, mais avec beaucoup d'idées
de suprématie blanche sur la pureté, le fait de laisser maison à la maison, de faire beaucoup de bébés blanches. Et je pense des autres mouvements tels que les tradwives, ce ne sont pas des suprématies blanches forcément, mais on les utilise parfois pour recruter et radicaliser les femmes dans les groupes de suprématie blanche. Alors ici, on voit des femmes qui font la promotion du fait de rester à la maison, d'avoir des bébés, de faire de la cuisine, de la popote, de rester à la maison. Alors, la recherche démontre qu'environ 80 à 85 des abonnés ne sont pas des femmes, mais sont des hommes. Alors, le contenu des Tradwives alimente une sorte de fantaisie, n'est pas nécessairement en train de radicaliser les femmes, mais contribue au récit genré qu'ont certains hommes. Alors, j'ai parlé du fait que l'on rend autre le genre. Alors, à quoi est-ce que ça ressemblerait si on le centrait? Il y a environ un an, mon laboratoire a lancé un nouveau portefeuille de travail sur la prévention de la violence fondée sur le genre. Alors, nous avons un projet en ligne sur la misogynie, un projet global avec la Fondation Christchurch qui examine le lien entre la violence fondée sur le genre et l'extrémisme dans 3 pays, le Canada, la Jordanie et le Kenya. Nous avons un programme hommes et enfants, hommes et garçons qui travaillent dans les écoles secondaires et les universités. Il y a aussi un programme pour les enjeux LGBTQ et trans. Alors, nous travaillons beaucoup avec les parents directement et avec les grands-parents qui sont encore plus efficaces comme interlocuteurs que les parents, généralement pour ces enjeux, et ce pour plusieurs raisons, vu la relation et l'hostilité entre les parents et les adolescents et les défis dans les conversations. Alors, il y a beaucoup de conseils qui encouragent les gens fortement à avoir des conversations très tôt avec les adolescents et adolescentes dans leur vie, de ce qu'ils voient en ligne, de parler de la façon dont cela pourrait façonner leurs idées sur la façon de devenir un homme ou une femme dans le monde, et d'essayer de le faire avec curiosité plutôt qu'avec jugement ou avec honte, ceci peut être très difficile pour les parents. Et ceci positionne les enfants comme des experts. Et c'est la raison pour laquelle les grands-parents réussissent très bien, parce que c'est authentique parfois de dire, eh bien, ça veut dire quoi? Comment peux-tu changer? Montre-moi comment fonctionne Instagram. Quels sont les symboles? Qu'est-ce qu'un récit? Alors, le fait de demander aux enfants d'expliquer ces choses, et je l'ai fait beaucoup avec les adolescents, cela peut lancer des conversations qui vous permettent ensuite d'aller plus loin. Alors, OK. Alors, qu'est-ce que tu fais quand il y a du contenu qui s'affiche que tu ne veux pas voir? Est-ce que tu peux le signaler? Est-ce que les enfants le signalent? Et comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? Moi, j'ai ces conversations tout le temps avec des cours d'école secondaire et souvent, je demande à quelle fréquence est-ce que vous voyez quelque chose que vos parents voudraient que vous ne le voyiez pas? Alors, toute la journée. Et je leur demande, est-ce que vous le dites à des adultes? Et dans 2 cas, sur des centaines de milliers d'enfants, dans 2 cas, une personne l'avait dit, une adolescente l'avait dit à son frère et l'autre l'avait dit à ses parents et elle avait perdu son téléphone. C'est la raison pour laquelle les adolescents ne le signalent pas, ils ont peur de perdre leur téléphone. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire que je raconte souvent. J'étais à une école secondaire en début mars, première semaine de mars l'an dernier. J'ai commencé à avoir la conversation et une fille a levé la main. Elle a dit, ah, vous parlez de ce qui est arrivé la semaine dernière, le 26 février. Et j'ai dit, ah, qu'est-ce qui est arrivé à cette date? Vous savez, je travaille dans le domaine, je ne savais pas de ce dont elle parlait. Elle a dit, eh bien, c'est la journée où nos flux Instagram étaient pleins de contenu violent et on n'arrivait pas à les retirer. Et j'ai demandé, mais ça veut dire quoi? Eh bien, des suicides en direct, des violences contre les enfants, etc. Ça s'est déroulé pendant 24 heures. Alors, j'ai regardé, oui, Meta s'était excusé le 27 février pour l'erreur dans l'algorithme qui avait permis à certains flux, qui avait fait en sorte de passer, de transférer du contenu violent à certains flux en direct de certains utilisateurs. Ensuite, un journal a dit, ah, Meta a réglé l'erreur d'algorithme qui faisait en sorte que cette erreur s'est passée. Mais tous les enfants dans cette salle hochaient de la tête et aucun des adultes, les enseignants, les parents
était au courant et moi non plus. Alors, l'enseignant a arrêté la séance. À ce moment-là, il a dit, un instant. Alors, est-ce que vous me dites que mardi dernier, vous avez vu un meurtre en direct à l'heure du dîner et ensuite, vous êtes venu passer mon test de maths? Et les élèves ont répondu oui. Alors, cela a changé toute la conversation à ce moment-là. Alors, j'ai commencé par demander, OK, comment est-ce que vous gérez ce genre de situation quand vous voyez ce genre de contenu? Et les jeunes m'ont dit, eh bien, c'est un peu comme la journée l'été dernier lorsqu'on a eu la porno violente sur nos flux. Ils le disent de façon tellement normalisée, cette expérience terrible qu'ils ont vue. Vous savez, les gens développent une sorte d'apathie au fil du temps. Un autre jeune a dit qu'il ne l'avait dit à personne parce qu'il pensait que c'était de sa faute. Il avait honte parce qu'il pensait qu'il avait regardé quelque chose sur son flux qui avait fait en sorte que l'algorithme pensait qu'il voulait voir ce genre de contenu. Alors, il pensait que ensuite, il y avait quelqu'un d'autre qui avait vu un suicide en direct et qui avait pensé que ça voulait dire quelque chose à son propre sujet. Alors, il faut en parler avec les jeunes. Vous savez, si l'algorithme apprend, si on regarde une vidéo de bout en bout, l'algorithme apprend que c'est quelque chose que vous allez regarder. Mais une chose, c'est qu'il faut éviter de faire en sorte que les jeunes ressentent de la honte et de la culpabilité. Moi, je viens toujours de l'Australie, où il y a une interdiction complète sur les médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, qui va entrer en vigueur le 16 décembre. Alors, moi, j'ai eu des conversations à ce sujet et on s'est demandé, est-ce que c'est ce qui va mener à tout? Non. C'est une bonne expérience, mais lorsqu'il n'y a pas de conversation, c'est que les jeunes vont quand même se procurer des comptes, qu'ils vont voir leurs frères ou sœurs aînés de plus de 16 ans voir ce qui se trouve sur leur compte. Et ça ne comprend pas toutes les plateformes. Ça ne comprend pas Instagram, ni TikTok, ni Snapchat. Mais ça n'inclut pas ça inclut ces choses comme Snapchat, Instagram, etc., mais ça n'inclut pas Discord. Alors, moi, je soupçonne que moi, je dirais en fait qu'il faut vraiment avoir ces conversations. Bon, pour conclure, je veux dire que nous avons un guide que vous avez peut-être utilisé ici, qui s'appelle « Ce n'est pas juste une blague », comprendre et prévenir la violence fondée sur le sexe, la bigoterie, et ce sont les presses universitaires de Princeton qui l'ont mis comme guide de ressources pour les parents, les enseignants et les fournisseurs de soins de santé mentale, les travailleurs sociaux et les gens qui veulent se renseigner davantage sur le contenu que peuvent recevoir leurs enfants, sur la façon dont ça peut mener à la violence ou ouvrir des parcours, des voies vers la violence. Alors, tous nos documents sont basés sur les données probantes, disponibles au public. Alors, consultez notre site Web et examinez le guide ainsi que d'autres guides en ligne sur la radicalisation et sur d'autres outils à la disposition des enseignants et enseignantes et des parents. Merci d'être ici, dit Peter. C'est tout un honneur que de vous accueillir. Merci d'être ici et merci pour cette conférence, cette présentation intéressante, mais aussi déprimante. Alors, je vais vous demander comment est-ce que vous survivez à ce travail? Certaines des choses dont vous parlez font qu'on se sent triste, dépassé. C'est un reflet de la société actuelle. Alors, comment est-ce que vous gérez toutes ces choses? Excellente question. Je suis personne optimiste de par ma nature. Vous pouvez probablement le constater. Et ça peut sembler être étrange dans mon domaine. Je pense que je serais plus déprimée si je ne faisais pas le travail que je fais présentement, parce que je ne sais pas ce que je ferais d'autre. Les jeunes me parlent. Alors, je peux leur parler, ils vont me raconter des histoires. Et parfois, les hommes qui sont dans des endroits violents vont aussi me parler et je peux utiliser cette information pour créer des interventions. Alors, on a un laboratoire qui compte 30 personnes, qui est conçu pour concevoir des outils, qui travaille avec les gens, qui fait du travail incroyable pour essayer de changer la donne. Pour être honnête, le fait d'être ici et d'avoir ce genre de conversation, ça me donne espoir.
Il y a un tel intérêt. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un tel intérêt dans un livre qui est à l'intersection de la misogynie et de l'extrémisme violent. Moi, je trouve qu'il y a une volonté de le voir et le fait de le voir, c'est la première étape pour l'aborder. Alors, je suis plus optimiste que j'étais lorsque je rédigeais le livre. Moi, je l'ai rédigé pour essayer de comprendre la question moi-même, pour voir comment on pouvait aborder la question. Et maintenant, je pense qu'il y a une occasion d'aborder cet enjeu. Bon, vous avez parlé de certaines choses encourageantes. L'une de vos suggestions, c'est de l'intégrer dans le système scolaire à tous les niveaux. Alors, vous avez probablement une variété de projets et ceci me dit que ça convient à tous les élèves. Oui, nous avons un programme pour les jeunes du jardin à la 5e année, ce qui est très populaire. Je viens tout juste d'entendre que 200 écoles viennent de l'adopter. Ça se trouve dans les écoles publiques de New York, dans le cadre de leur semaine sur l'intimidation. Il est important qu'on commence à enseigner aux jeunes, dès un jeune âge, à l'aide de vidéos, de personnages, la façon de rester en sécurité en ligne. Alors, en gros, il s'agit de se protéger contre les préjudices qui arrivent en ligne. Alors, on peut avoir des conversations et on accuse un retard pour cette génération de jeunes. C'est difficile dans certaines écoles d'avoir les conversations nécessaires. On parle de la littératie sur la pornographie, les enjeux liés à la pornographie. Alors, la recherche appuie l'éducation sexuelle, mais ce sont des conversations difficiles. Et les gens sont mal à l'aise. Alors, le fait d'avoir ces conversations et de faire en sorte que les écoles reconnaissent l'importance d'intégrer des conversations saines sur le contenu genré, le contenu violent, le contenu qui porte préjudice, ça fait partie de la littératie. Et moi, je me dis qu'on peut avoir des conversations avec les enfants ou on peut laisser l'Internet le faire. Et les enfants ont ces conversations. Alors, si ce n'est pas avec nous, comme adultes, ils ont très peu de conseils d'orientation, de sources crédibles et beaucoup d'orientation de la part de fraudeurs ou de personnes qui veulent les influencer en mal. Bon, sur le plan politique, vous nagez à l'encontre du courant. Alors, je pense que c'est difficile parfois, hein? Vous aimeriez bien avoir un soutien. Voici ma question. Trouvez-vous que dans certains États, dans certaines villes, vous pouvez travailler avec différents paliers de gouvernement? Oui, ce n'est pas une coïncidence que cette tournée de livres m'a apporté en Allemagne, au Canada 2 fois, en Australie. J'ai donné beaucoup d'allocutions aux États-Unis, mais pas de séances de briefing avec le gouvernement américain. Nous sommes dans une période difficile, il faut le dire. Quelqu'un a parlé de la normalisation, même dans le climat politique. Lorsqu'on a un secrétaire de la Défense aux États-Unis qui demande des normes masculines, il y a Mark Zuckerberg qui demande l'énergie masculine dans le secteur des sociétés et dit que c'est nécessaire. Et un président, et je viens tout juste d'en parler dans un article de rédaction, qui a dit à une journaliste, « Tais-toi, petite cochonne. Tais-toi, Peggy. » Alors, on voit toutes sortes de ces choses un peu partout dans le monde, pas juste dans mon pays. C'est préjudiciable. Les enfants peuvent le voir en ligne, l'entendre chez eux et dans les secteurs des sociétés et dans les secteurs politiques. Et nous, ce que l'on trouve en laboratoire, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Nous sommes très occupés. Nous travaillons avec des États de partout dans le pays. Nous sommes dans 200 écoles avec notre programme et il y a quelques villes et comtés avec qui nous travaillons. Nous avons travaillé au Texas, pas avec tout l'État, mais avec un comté. Alors, on peut travailler dans des endroits où on ne pourrait pas travailler. Un État conservateur, mais on peut travailler au niveau municipal avec le bureau du maire pour améliorer la littératie numérique. Nous ne sommes pas financés du tout par le gouvernement présentement, mais il y a eu des dons de philanthropistes. Alors, nous avons doublé notre taille depuis les élections et
Nous sommes reconnaissants envers des bailleurs de fonds qui croient en la démocratie. Ils sont en train, et nous sommes en train de renforcer la démocratie et de bâtir la cohésion. Donc, une réflexion. Vous avez montré la carte mondiale, vous avez dit que le problème sévit partout. Évidemment, le Canada connaît des problématiques, mais c'est plus drastique aux États-Unis, vu la présence des armes à feu. Mais évidemment, au Canada, notre centre a été fondé après le 6 décembre pour nous rappeler de ces vies perdues à l'école polytechnique, de ce massacre. Et également récemment, cette tuerie de masse en Nouvelle-Écosse qui avait commencé avec un incident de violence conjugale entre partenaires intimes. Évidemment, nous faisons face aux mêmes problématiques, peut-être pas dans la même mesure, mais quand même. Il est important de le reconnaître alors qu'on regarde cette carte. Mais évidemment, je réfléchissais à un commentaire que vous avez fait. Justement, vous avez dit que les femmes sont à risque, mais également les hommes. Parce qu'évidemment, il y a ce massacre qui a eu lieu à l'école polytechnique, dont visait les femmes. Et en Nouvelle-Écosse, cependant, l'agresseur avait ciblé les femmes et les hommes. Oui, il y avait une donnée dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai dans le livre. C'est qu'aux États-Unis, on a des données qui montrent que dans plus de la moitié de ces tueries de masse aux États-Unis, un ancien partenaire ou actuel ou amant est la cible de l'agresseur. Donc, toutes les autres personnes, ce sont les dommages collatéraux. Donc, on s'attaque à cette personne, mais il y a d'autres personnes qui, finalement, sont également impliquées ou visées. Nous avons un énorme problème d'armes à feu aux États-Unis et un problème de violence par armes à feu, et le nombre de tueries de masse est beaucoup plus important. Et c'est cependant la composante genrée, le ratio n'est peut-être pas assez différent au niveau de la relation de la violence fondée sur le genre par rapport à ces tueries de masse. Nous accueillons les questions de nos participants ici et nos participants en ligne. Alors, nous aimerions bien connaître vos idées. Qu'est-ce que nous devrions faire pour combattre cette violence et cette idéologie violente? Y a-t-il des possibilités? Oui, la question est très bonne. Je crois que la meilleure défense, c'est une offensive très tôt pour contrer toute cette idéologie. Ça veut dire qu'avoir des conversations très tôt et fréquentes qui vont donc préempter le contenu que vont voir les jeunes hommes en ligne. Nous travaillons beaucoup sur ce qu'on appelle ce qu'on appelait auparavant l'inoculation des attitudes, c'est-à-dire défaire rapidement des mythes, contrer la littératie, donc montrer aux gens d'être plus sceptiques vis-à-vis des médias qu'ils consomment. Mais on trouve que c'est plus efficace auprès des ados plutôt que d'avoir des discussions sur leurs idées, leur offrir des contre-arguments qui sont fondés dans les faits. C'est un processus à 3 étapes. On a des petites vidéos. On identifie une tactique de manipulation qu'on utilise pour identifier les boucs émissaires ou faire peur ou le transfert qui vous essaie de vous amener à associer l'iconographie d'un groupe extrémiste avec quelque chose de positif, donc, tel un mouvement de libération. Ensuite, on leur donne une microdose de cette propagande et on leur dit d'aller penser pour eux-mêmes. Et parfois, nous ajoutons un contre-récit de 15 secondes qui leur montre pourquoi ce n'est pas vrai. Mais nous avons eu énormément de réussite en réduisant grâce à ça. Lorsque les jeunes, surtout, n'aiment pas découvrir qu'on les manipule, surtout les jeunes hommes n'aiment pas ça. Donc, normalement, ils rejettent la propagande avec la tactique de manipulation. C'est le résultat. Ça réduit leurs idées antisémitiques et anti-immigrants. Nous ne savons pas si ça dure longtemps. Selon les données probantes, c'est environ 2 mois de durée. Mais il nous faut plus de données pour le savoir. Sans doute, il faut le faire de façon continuelle. C'est comme un vaccin réel, un vaccin mental, en fait, qui donc préempte avant qu'il ne voit l'idée. Mais pour les personnes plus âgées, on parle de ce qu'on appellerait le désengagement, la déradicalisation. C'est possible. Il y a un endroit formidable ici au service de famille York, dans la ville de York, qui a connu des réussites avec la déradicalisation. Mais c'est thérapeutique, c'est 1 à 1, ça prend beaucoup de temps, ça ne fonctionne pas jusqu'à ce que quelqu'un ne soit prêt à se désengager. La meilleure façon,
d'y parvenir, c'est en empêchant les personnes de croire ces tactiques de manipulation dès le départ. On voit plusieurs questions en ligne sur l'environnement dans lequel vous travaillez et quelles sont quelques-unes des difficultés. Il y a une question en particulier qui pose sur la violence des partenaires intimes et également le financement qui est associé, ce que nous essayons tous de faire. Le financement fédéral aux États-Unis a disparu à 100%, il n'y en reste plus du tout sur aucune de ces questions. Et ce n'est pas seulement le financement, mais nous n'avons plus le savoir-faire, il n'y a plus de collecte de données, ni les enquêtes, et également sur des questions de LGBTQ, par les ministères de la Santé, des services humains, il n'y aura plus rien. Les chercheurs et chercheuses sont laissés pour compte. Et nous avons de la chance que nous avons de bonnes relations avec les organisations de philanthropie. Nous avons pu continuer le travail, malgré ça, peut-être grâce à ça, de façon qui soit très utile. Mais il n'est pas vrai. Écoutez, ça ne s'est fait pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu une réduction très importante du travail qu'ils faisaient, s'ils mettaient l'accent et se fiaient sur donc le centre, le CDC ou d'autres organismes. Et également, je serais heureuse également de parler des attaques contre les universités, les pressions auxquelles sont soumises les universités. Nous sommes financés, privés. Moi, je suis à l'université en DC qui n'a pas fait face aux mêmes pressions auxquelles ont fait face les autres universités. Nous avons eu de la chance, mais nous sommes prudents et nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir et pour voir si nous pouvons rester aux États-Unis à effectuer ce travail. Nous y réfléchissons beaucoup. Est-ce qu'on doit déménager? Ça a l'air extrême, mais c'est une vraie possibilité. On a une question de notre auditoire. Cynthia, merci beaucoup pour votre présentation. Ça a été très intéressant. Je suis une experte dans les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous rejoindre plus tard pour parler, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez du rôle des entreprises des réseaux sociaux. L'éducation est aussi importante. Travailler avec les décideurs de politique est important. Comme nous le savons maintenant, beaucoup de ces choses-là se font par le biais des entreprises des réseaux sociaux. Selon vous, quel est leur rôle et quelles conversations avez-vous avec eux pour freiner ça? Excellente question. J'ai tellement de réflexions, des idées sur les sociétés, des réseaux sociaux et leur imputabilité et ce qu'elles devraient faire. Mais finalement, sans doute, c'est là où j'ai le moins d'espoir et là où je deviens très pessimiste lorsque je réfléchis à ces plateformes. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que le lieu où on devrait entretenir l'espoir, c'est dans les communautés, les relations individuelles. Est-ce que peuvent faire les écoles, les individus, les équipes de foot, par exemple, où on voit un véritable impact. Mais là où je suis pessimiste, parce qu'on a l'impression que tout ce que nous faisons, c'est de montrer aux enfants d'être plus résilients dans un écosystème absolument effroyable. Mais notre travail est beaucoup inspiré par la recherche sur la santé publique depuis des décennies. Ça montre qu'il ne suffit pas d'investir dans le traitement des incidents de la maladie cardiaque, au diabète. Une fois que la maladie s'est manifestée, on peut sensibiliser les personnes 20, 30 ans avant pour leur montrer comment adopter un régime sain et des choix comme l'exercice qui empêche les familles de connaître ces méfaits et leur permettent de protéger leur santé. Mais les chercheurs et chercheuses en santé publique ont appris qu'on ne peut pas seulement enseigner aux personnes de faire de meilleurs choix si elles vivent dans des déserts alimentaires ou là où on ne peut pas marcher de façon sécuritaire, on ne peut pas faire d'exercice parce qu'on a 3 emplois. Il faut regarder l'écosystème dans son ensemble. Et c'est là où entrent dans le portrait les entreprises technologiques et des réseaux sociaux. Il faut savoir comment aborder la question des déserts alimentaires. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ces sociétés changent les algorithmes? Et ça nécessite des algorithmes que jusqu'ici les pays n'ont pas été prêts à mettre en place. Si vous ne le savez pas, dans beaucoup d'endroits, y compris mon pays, les sociétés des réseaux sociaux ne sont pas responsables du contenu qui se trouve sur leur site, sur leur plateforme, parce que de façon reçue, ils ont pu soumis qui ne créent pas le contenu. Ils ne sont que les hôtes de contenu. Donc, en étant les hôtes du contenu généré par les utilisateurs, ils sont libres de la responsabilité civile. Ils n'ont que leur politique sur privée en place, c'est-à-dire comme le code
d'habillement d'une école, mais il n'y a aucune loi qui les empêche de faire quoi que ce soit. Vous pouvez être une plateforme non réglementée et il existe des plateformes comme celle-là. Nous conseillons les parents sur le genre de plateforme où il n'y a aucune restriction, pas de modérateur. Le Meta, par exemple, généralisé, Facebook, Instagram, ont certaines politiques de confiance et de sécurité en place. Mais également, récemment, on a décidé que la misogynie n'est pas considérée comme étant haineuse. Donc, ça change constamment. Et on peut supprimer certaines choses. Il nous faut plus de réglementation. En Australie, ils essayent de créer une interdiction complète pour les moins de 16 ans. C'est une stratégie en Europe. On a essayé de déployer. Une autre stratégie, c'est de mettre en place une loi sur la sécurité numérique où les plateformes elles-mêmes doivent être plus vigilantes sur ce qui est la suppression du contenu. Mais jusqu'ici, il ne paraît pas que les amendes suffisent pour donner une incitative à respecter les exigences, à moins qu'il y ait la volonté politique pour que les amendes soient donc acceptées ou ça soit suffisant pour contre les dollars de publicité qu'on va gagner lorsqu'on a passé 6 mois à montrer ce contenu dangereux, on ne verra pas de changement. Donc oui, je conseille toujours ces groupes de sécurité et de surveillance sur toutes les plateformes. Je l'ai fait. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris dans ces conversations qui me permettent de réfléchir à ce que nous devons faire du côté des communautés. Et bien également, je crois que les individus responsables de cette confiance et de la surveillance font un travail remarquable et soumettent des recommandations qui sont très peu adoptées parce qu'après tout, il s'agit d'un monde qui est là pour réaliser un gain. C'est là où je deviens très pessimiste. Et ma seule façon de devenir plus optimiste, c'est de me dire, je veux que quelqu'un travaille sur la réglementation, ça ne peut pas être moi, je vais travailler sur les outils communautaires et je vais essayer d'aider aux enfants et aux familles plus en sécurité dans un environnement toxique. Très bien. Alors, nous commençons à manquer de temps, mais d'excellentes questions qui sont encore là. Mais permettez-moi de soulever une, c'est-à-dire mobiliser les garçons et les hommes. Vous avez parlé de la possibilité de parler aux adolescents, de les mobiliser. En me préparant aujourd'hui, j'ai écouté plusieurs de vos discours en ligne et vos conférenciers donnés en ligne. Vous avez parlé de votre mari, votre père, et justement, vous l'avez mentionné devant le public. Ma question est celle-ci. Comment faire en sorte que les hommes mobilisent d'autres hommes dans cette discussion? Et on regarde autour de nous dans cette salle, et je ne sais pas ce qu'il en est des participants en ligne, mais chaque fois qu'on parle de la violence faite aux femmes et la misogynie, 80% de notre public est composé de femmes. Souvent, les hommes ne sont pas là, ne sont pas mobilisés et même ne sont pas là dans la présentation. Avez-vous des idées? Une des premières choses que j'avais fait lorsque j'ai soumis le livre, c'était en septembre 2024. Ça prend environ 1 an avant qu'il y ait la publication. J'ai beaucoup de temps pour examiner les idées. Et je contactais un premier groupe de personnes, c'était des femmes, surtout des femmes, qui travaillent dans les espaces de militantisme de femmes ou dans les espaces de violence faite aux femmes, etc. J'avais peur d'intervenir là où je n'étais pas accueillie. Alors, je les ai contactés. C'est comme ça que beaucoup de conversations ont commencé, y compris celles que vous avez vues entre moi et un de nos leaders importants aux États-Unis sur la violence conjugale, Rachel Lewis Snyder. Et le deuxième groupe que j'ai contacté, c'est le monde du bien-être des hommes, c'est-à-dire c'est un espace grandissant. Là, on regarde de plus en plus la violence, y compris l'extrémisme violent relativement aux hommes cette année. Donc, plusieurs des discussions que j'ai eues cette année, c'était avec des gens comme Mark Green, qui est responsable du projet Good Men, ou Ted Bunch, qui s'occupe d'un autre groupe. Il y a également un autre groupe qui s'appelle Next Gen Men, qui fait un travail extraordinaire ici en Australie. Ma dernière discussion, c'était une librairie avec Jack Seidler en novembre, qui est également un groupe ici au Canada. Je crois que ces hommes-là et les hommes qui dirigent ces organisations, c'est le lieu où je constate le plus d'espoir.
à cette intersection parce que vraiment, ils sont en tête d'un grand mouvement d'hommes qui cherchent le changement et ils préconisent le changement. Et je le dirais, justement, je veux parler de cette école avec les jeunes de 16 ans qui m'ont parlé du 26 novembre. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient lancer un appel à leur école pour parler de ces questions. Et je dis, écoutez, si vous commencez, vous voulez commencer un club, je dis, si vous lancez un club, je vais revenir. Ils ont créé un club, ils m'ont réinvité et je demandais si je pouvais inviter Mark Green. Alors nous deux, nous allons passer toute une journée à l'école parce que ces jeunes veulent en parler, ils vont être secondaires et à la fin du secondaire. C'est un développement extraordinaire. Si vous écoutez les jeunes et ce qu'ils recherchent, vous vous assurez qu'il y a des femmes et hommes présents autour de la table pour lancer ces conversations. Ceci ont été les conversations les plus intéressantes et dans les écoles et avec les adultes plus âgés. Encore une fois, je suis optimiste là-dessus parce que je trouve qu'il y a tellement d'hommes vraiment formidables. Comme je l'ai dit, j'ai vécu dans une maison avec 10 garçons et je faisais partie d'une équipe de vélo avec des hommes et des femmes. J'ai passé beaucoup de temps avec les hommes. Peut-être pour ça, c'est plus facile pour moi de faire des entrevues avec des hommes et d'en parler. J'ai parlé avec Jackson Katz et j'ai une entrevue qu'il a menée avec moi qui sortira dans sa revue ce vendredi où l'on parle de beaucoup de ces enjeux. Alors, je crois que ce livre et ces idées sont bien reçues par les hommes dans ce monde et je veux que ça se poursuive. Alors, je vois beaucoup d'espoir dans cet endroit. Alors, merci beaucoup d'être venu nous trouver. Ça a été tout un honneur de vous écouter. Alors, Katrina, vous avez des commentaires de clôture? Thank you. Many thanks to Merci. Dr. Miller-Idriss for a very Merci thought-provoking à la docteure Cynthia Miller-Idriss pour cette présentation qui porte à réflexion, un livre très intéressant. Merci d'avoir parlé des angles morts et d'avoir rendu l'invisible visible. Merci aussi d'avoir attiré l'attention sur les enjeux systémiques qui font en sorte que l'invisibilité se maintient. Comme vous en parlez dans votre livre, cette incapacité ou ce manque de volonté de voir est souvent ancré dans les préjugés. C'est dangereux et cela nous met à risque. Alors, merci pour l'espoir que vous nous insufflez. Lorsque vous avez dit que vous étiez optimiste, je me suis dit, oui, super, moi aussi. Alors, voici pour vous. Thank you. Super, merci beaucoup. Well, that concludes our fifth. Bon, cela conclut notre 5e conférence annuelle JAFI. Au nom de tout le monde au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous en personne et en ligne, et bien sûr à notre conférencière principale, Cynthia, et à Peter. Les invités qui sont ici dans la salle sont invités à se joindre à nous pour une réception après la conférence dans le foyer, juste à l'extérieur de ces portes. Merci. Merci d'être ici.